Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Coney. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le Conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre préparation du scrutin présidentiel conformément à la Constitution d'Haïti, il y a le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires, et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces 3 derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas aux voyages. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquées sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilités en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous
entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BNU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne. Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ces priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée et nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens. Je vous remercie. Et je donne la parole au représentant de Saint-Kitts-Saint-Nélis. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais, pour commencer, présenter les félicitations de la CARICOM à votre délégation pour votre accession à la présidence du Conseil au mois de juillet. Nous vous souhaitons les pleins succès à la présidence du Conseil. Et nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Salvador, pour son exposé sur le rapport du secrétaire général sur le BNU. Je me réjouis de pouvoir m'exprimer aujourd'hui au nom des 14 États membres de la CARICOM sur la situation en Haïti. Monsieur le Président, le rapport n'est pas seulement exhaustif, il est également instructif et nous continuons d'être reconnaissants à l'ensemble de l'équipe du BNU pour les efforts inlassables qu'il déploie afin de venir en aide à cette nation sœur Haïti en vue de rétablir la démocratie, la paix et la sécurité. La CARICOM se félicite des progrès réalisés en vue de renforcer la bonne gouvernance en Haïti. Nous prenons note de la désignation d'un conseil présidentiel de transition et d'un premier ministre de transition, son Excellence Gary Coney, et son cabinet ministériel. Nous nous félicitons de l'importance de la coopération entre les membres du Conseil avec les parties prenantes sur place pour plus de stabilité politique en Haïti. Ces évolutions sont cruciales si nous voulons que des élections libres et transparentes se tiennent en Haïti. Nous souhaitons le meilleur au Premier ministre Coney à cette étape importante pour le pays. Et nous remercions Et nous nous engageons à l'échelle régionale à aider le peuple haïtien à cheminer sur la voie de la prospérité, du progrès et de la paix. L'insécurité en Haïti est causée par la violence des bandes criminelles. C'est une source de vive préoccupation pour toute la région. Comme l'indique le rapport, la violence des gangs entrave le fonctionnement des secteurs d'importance vitale pour le pays. S'attaquer donc à la violence des gangs demeure une des priorités les plus urgentes pour arriver à la stabilité en Haïti. En l'absence de stabilité, il sera impossible d'avancer sur les autres fronts. La violence des bandes criminelles, des gangs se manifeste tous les jours. Le nombre d'homicides n'a fait qu'augmenter, en effet, pendant la période de l'examen, sans oublier la violence sexuelle contre les femmes et les filles à des niveaux alarmants et le recrutement d'enfants. La destruction de 3 stations de police et de 3 prisons par les gangs ne fait qu'exacerber les problèmes opérationnels auxquels se heurtent ceux qui sont censés préserver l'état de droit en Haïti. Des attaques délibérées contre les institutions de l'État qui devraient être considérées comme des actions stratégiques. La situation est aujourd'hui incontrôlable et la CARICOM condamne ces actions et demande
à ce que justice soit faite. Dans ce contexte, Monsieur le Président, la CARICOM salue le gouvernement kényan qui a déployé son premier contingent de policiers en Haïti le 25 juin 2024, conformément à la résolution 2699 du Conseil de sécurité. Nous appuyons le mandat de cette mission multinationale d'appui à la sécurité, dont l'objectif est de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti pour que celle-ci puisse rétablir la sécurité et créer les conditions propices à la tenue des élections. Nous exhortons le Conseil à continuer d'appuyer le mandat de la mission. Plusieurs États membres de notre région continuent également de tout mettre en œuvre pour que leur propre contingent soit également déployé, outre les autres formes de soutien dont devrait bénéficier la mission d'appui à la sécurité. Nous implorons donc les autres États membres à renforcer leur soutien à la mission. Comme l'indique le rapport, des efforts significatifs supplémentaires par les partenaires internationaux sont requis pour que les besoins opérationnels et budgétaires de la mission soient satisfaits, pour qu'elle puisse continuer de se déployer tout au long de la transition politique d'Haïti. La mission joue un rôle crucial pour que les conditions connues. Et je donne la parole à son Excellence M. Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Merci infiniment, Monsieur le Président, chers membres du Conseil, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Conille, nous vous remercions pour cette vision très claire que vous venez d'exposer pour votre pays Haïti. La République dominicaine se tient à vos côtés. Vous pouvez compter sur notre appui et notre soutien indéfectible. Madame Dupuis, Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, nous reconnaissons le travail infatigable que vous déployez avec vos équipes. Je salue également les représentants du Canada et de Saint Kitts et Nevis. Ce n'est pas la première fois que je m'exprime devant cette auguste enceinte, mais depuis ma dernière participation, un conseil présidentiel de transition a vu le jour en Haïti et un Premier ministre ainsi qu'un cabinet ont été nommés. Le Premier ministre, M. Conille, et son cabinet ont une mission très importante qui est d'engager leur pays sur le chemin de la paix et de la prospérité. Et d'ailleurs, dans sa première allocution à la classe politique haïtienne, il l'a dit très clairement. Il faudra déployer des efforts importants, mais c'est la seule trajectoire possible pour restaurer la paix et les institutions démocratiques en Haïti. Monsieur le Président, la principale responsabilité revient évidemment au peuple haïtien et à ses dirigeants. Mais l'appui de la communauté internationale est dans ce contexte fondamental. Le leadership du secrétaire général, M. Antonio Guterres, mais aussi le travail de ce Conseil. Il nous faut, dans ce contexte-là, rappeler le soutien des États-Unis, qui assument l'essentiel du financement. Que dire aussi du leadership du gouvernement kényan qui a accepté d'être à la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je crois que dans ce contexte, il faut aussi mettre en exergue le travail infatigable de médiation de la CARICOM, dont les efforts diplomatiques ont été indispensables à la promotion du dialogue et de la réconciliation en Haïti. Au-delà de la coordination de l'aide internationale, de l'apport de contingents à la MSS, la CARICOM a fait beaucoup. Le Canada a également équipé et entraîné la mission et je voudrais souligner aussi l'apport en financement en contingent de plusieurs États membres. Tout ceci sont des signes manifestes de la solidarité de la communauté internationale en faveur d'Haïti pour que ce pays surmonte les défis qui se présentent sur son chemin pour un avenir meilleur et plus prospère. Les progrès que nous constatons aujourd'hui sur le terrain sont le fruit de la coopération multilatérale. Et c'est un démenti fort aux critiques à l'égard d'Haïti. Nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne trajectoire. La République dominicaine
comme je l'ai dit au début de mon intervention, apportera une aide médicale au personnel de la MSS sur le territoire dominicain. Voilà notre contribution et je crois que ce sera essentiel pour le succès de la mission. Il faudra évidemment aussi qu'un appui financier soit apporté. La représentante du secrétaire général l'a dit de manière très claire. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel tout aussi clair aux pays qui se sont engagés à financer la MSS. Les engagements pris doivent se concrétiser. Nous encourageons les donateurs à financer de manière pérenne la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pour les pays qui n'auraient pas encore envisagé une contribution financière, nous nous permettons de lancer un appel. Il est important d'agir avec célérité étant donné la conjoncture haïtienne. Chaque minute qui passe menace ou risque de mettre en danger l'avenir du pays, menace une vie supplémentaire. En ce qui concerne notre Conseil de sécurité, nous devons impérativement veiller à la pleine application des résolutions 2653 et 2699 qui ont trait à l'embargo sur les armes et au régime de sanctions applicables aux organisations criminelles. Ceci a déjà été rappelé ce matin à plusieurs reprises. La composante de police sort renforcée aujourd'hui en Haïti et son action sera donc plus efficace sur le territoire. Ces résolutions doivent donc pleinement s'appliquer. Monsieur le Président, le BINU a enregistré des avancées significatives en Haïti par les réformes judiciaires engagées, la formation de fonctionnaires, la coopération avec la police nationale afin de lutter contre la criminalité. Le bureau intégré a fait la promotion des droits humains, appuyé des projets communautaires générateurs d'emplois, des programmes pédagogiques à l'attention des jeunes. La coordination de son action, en particulier pour la gestion des catastrophes, sa coopération avec les ONG ont été essentielles pour aider les populations les plus vulnérables. Le BINU joue donc un rôle de premier plan pour la stabilité en Haïti. Dans le contexte de la crise multidimensionnelle que connaît le pays, le BINU est comme un phare, un signe d'espoir pour le peuple haïtien. Le BINU doit jouer un rôle vital de coordination du processus électoral, un processus qui devra légitimer le nouveau gouvernement haïtien. La crédibilité du bureau intégré en font la bonne entité pour diriger cet effort. Le BINU devra participer à la tenue d'élections ou devra veiller à la tenue d'élections transparentes, justes et représentatives. Je crois qu'il faut aussi mentionner les décennies de services rendus par des fonctionnaires internationaux de notre vénérable organisation qui sont prêts à accompagner le peuple haïtien. Nous exhortons donc le Conseil à reconnaître l'importance du BINU et à renouveler son mandat afin d'assurer la paix, la stabilité et le développement en Haïti. Monsieur le Président, nous sommes à la croisée des chemins. La solidarité et l'engagement indéfectible de la communauté internationale avec Haïti sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Ces derniers 3 ans, ou presque, nous avons été témoins des efforts déployés par ce Conseil, qui montre bien la confiance que nous avons dans le système des Nations Unies. Nous nous engageons à une politique de bon voisinage avec Haïti, mais nous ne pouvons pas nous contenter des succès enregistrés, des jalons franchis. Le chemin vers la paix et le développement en Haïti est semé d'embûches, mais ensemble, nous pouvons faire la différence, avec le peuple haïtien et ses dirigeants. Chaque apport est un pas de plus vers un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Nous exhortons l'ensemble de nos partenaires à s'associer à cet engagement indéfectible et à travailler de manière inlassable afin d'atténuer les souffrances du peuple haïtien. Nous devons donner à ce peuple la possibilité d'imaginer un avenir prospère et pacifique.
En tant que membre de la communauté internationale, il est de notre devoir d'être à la hauteur de cet immense défi et de manifester que la solidarité et la compassion ne connaissent pas les frontières. Merci. Je remercie M. Gilles pour son intervention et je donne la parole au Canada. Merci beaucoup. Pouvoir participer à cette réunion avec le Premier ministre Coney, le ministre Dupuis, le ministre Alvarez, Madame Salvador et mes collègues de Saint Kitts and Nevis et Kenya. Mr. President, I'm very pleased to be able to speak on behalf. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de m'exprimer au nom du groupe consultatif sur Haïti, créé par le Conseil économique et social, groupe consultatif qui comprend 24 États membres déterminés à accompagner Haïti dans son développement socio-économique à long terme. Nous sommes amis, voisins et partenaires. De rencontrer M. Coney, ça fait 2 ans quand il travaillait avec UNICEF. Et je dois dire, et je le dis dans sa présence, j'étais très impressionné par la rencontre que nous avons eue il y a ces jours-là. Et je suis vraiment encouragé par la vision que vous avez présentée aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. On behalf of the committee, I want... Au nom du comité, je voudrais souligner 5 points fondamentaux. Premièrement, nous nous félicitons des mesures positives adoptées par les acteurs haïtiens afin de mettre en place un gouvernement de transition inclusif. La route a été longue, mais nous avons vraiment réussi. Nous sommes déterminés à accompagner le gouvernement haïtien qui s'efforce de répondre aux besoins de sa population en vue de rétablir la démocratie, des institutions fortes et accélérer le développement durable du pays. Deuxièmement, d'autres l'ont déjà dit, mais j'aimerais insister là-dessus, nous devons soutenir Haïti pour que les autorités puissent répondre aux besoins humanitaires immédiats de la population, comme énoncé dans le plan d'intervention humanitaire 2024. 24,3% de ce plan a été financé, comme Mme Salvador l'a dit, mais c'est 674 millions de dollars qui sont nécessaires, ce qui veut dire que nous manque encore près de 500 millions de dollars. Ce qui est très grave car le nombre de personnes déplacées ne fait que croître. Troisièmement, nous nous félicitons de l'arrivée de la mission d'appui à la sécurité et nous remercions le Kenya qui s'est engagé dans cette voie. Nous encourageons d'autres États membres à boiter le pas au Kenya. Il faut joindre le geste à la parole et apporter une aide concrète à cette mission. Le déploiement de la mission, nous l'espérons, renforcera les capacités de la police nationale d'Haïti afin que la sécurité soit rétablie. Comme nous tous, les Haïtiens, comme tout un chacun, ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent rentrer chez eux ou quitter leur maison sans avoir peur d'être tués, enlevés ou violés. Les services essentiels doivent être rétablis. Les entreprises doivent reprendre leur activité. Les écoles et les établissements éducatifs doivent être protégés. Et un espace doit être créé pour la tenue d'élections libres et transparentes. Sans oublier les efforts nécessaires pour continuer à bâtir des institutions plus fortes. Quatrièmement, nous encourageons les institutions haïtiennes à continuer de s'attaquer aux causes profondes des problèmes qui causent l'instabilité et la vulnérabilité dans le pays. Pauvreté extrême, corruption, impunité et collusion entre les sphères politiques et économiques, qui pour nous sont le fond du problème, à la racine. Il faut que nous soyons préparés à accompagner ces efforts
sur le long terme aussi, pas seulement aujourd'hui. Nos consultations avec les parties prenantes ont permis de recenser des domaines dans lesquels les capacités haïtiennes doivent encore être renforcées. D'abord, la sécurité et la protection des droits humains de la population. Ensuite, la prestation des services essentiels, éducation et santé surtout. Troisièmement, renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Quatrièmement, enrayer l'afflux d'armes et de munitions dont bénéficient les gangs. Plusieurs déclarations en ont fait état. J'aimerais remercier tout particulièrement les États-Unis pour les annonces importantes faites ces derniers mois, annonces qui devraient apporter des solutions à ce problème. Il faut démanteler les gangs et réduire la violence communautaire, donner aux femmes et les filles les moyens d'agir et répondre aux problèmes de violence sexuelle et fondée sur le genre, investir dans l'éducation et la formation professionnelle des jeunes, promouvoir la croissance économique inclusive et la création d'emplois, renforcer l'état de droit et enfin renforcer la résilience du pays face aux effets dévastateurs des catastrophes et des changements climatiques. D'ailleurs, toute la région y est confrontée aujourd'hui, à l'heure même où nous parlons. Enfin, eu égard à la crise pluridimensionnelle qui frappe Haïti, le soutien actif et les compétences des Nations Unies dans tous ces domaines sera essentiel pour trouver des solutions répondant aux besoins des Haïtiens, pilotés par les Haïtiens eux-mêmes. Il faut que nous puissions travailler ensemble, en coordination avec les autres partenaires, les organisations régionales et les institutions financières internationales aussi. Enfin, Monsieur le Président, nous exhortons le Conseil à renouveler le mandat du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour 12 mois au moins. Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil de sécurité doit tout faire pour que le BINU soit doté de moyens suffisants en termes de personnel et de ressources pour venir en aide à ce pays plongé dans une crise profonde. Toutes les parties prenantes doivent être associées à ces efforts. L'heure est venue de réaffirmer notre solidarité aux côtés du peuple haïtien et mobiliser notre soutien. Mais notre solidarité avec la population haïtienne et de mobiliser notre appui pour Haïti, mais de le faire non seulement dans nos paroles, mais dans tout ce que nous faisons en pratique pour assurer la paix, la sécurité et la justice pour la population haïtienne. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président.